Eh bien, salut les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais que vous avez un peu suivi l'actualité un peu ces temps-ci là et tout. Il y a la directrice générale de Campus France qui se trouve à Paris, qui a fait un direct il y a quelque temps, qui disait, c'était hier, qui disait que les étudiants étrangers seront accueillis. Vous serez bel et bien accueillis, vous serez bel et bien en France. Et même si les frontières n'ouvrent pas rapidement, vous allez commencer les cours en ligne avant de pouvoir venir ici de manière physique. Donc, ça confirme ce que je disais depuis longtemps, les demandes de visa auront lieu. Fermeture de frontières ou pas, vous, ce n'est pas votre affaire. Là encore, il vient de confirmer que vous serez bel et bien accueillis. Rien ne sera annulé. Rien. Donc, concentrez-vous sur la procédure. Donc, je trouve que c'est le bon moment en même temps pour parler des dossiers à fournir pour le visa après le générique. De retour. Eh bien, cette vidéo-là risque d'être un peu longue parce que je vais vraiment aller au cas par cas. Vous n'avez pas les mêmes situations et tout. Il y a plein de situations. Je vais essayer de parler vraiment d'un maximum. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous verrez sûrement le cas qui vous convient. Alors, dans un premier temps, il y a des documents que tout le monde va fournir, quel que soit son niveau social, quel que soit ses parents, qui a le travail de ses parents. Et les documents que tout le monde va fournir, il y a premièrement un formulaire de demande de visa long séjour. Le formulaire, il se trouve sur le site france-visa.gouv.fr. On remplit le formulaire en ligne et on le télécharge. Je vous ferai une vidéo sur comment remplir, parce que ça ne se remplit pas n'importe comment bien sûr. Je vous ferai une vidéo sur comment remplir lorsque le site sera beaucoup plus accessible et que les frontières seront ouvertes. Mais déjà, vous devez savoir qu'il y a un formulaire de visa long séjour à remplir. Mais avant d'aller plus loin, j'oubliais, les documents que je cite, il faudrait vraiment qu'il y ait, lorsque vous allez tout réunir, qu'il y ait un lot de photocopies et un lot d'originaux. Ne mélangez pas les documents. La liste des documents, je les mettrai dans la description. N'oubliez pas de vous abonner en même temps à ma chaîne. Ne les mélangez pas. Il y a les photocopies d'un côté, les originaux d'un autre côté. À la demande de visa, vous partez avec les deux lots. Les personnes qui vont vous recevoir dans les centres de demande de visa vont vérifier que les photocopies sur un côté sont conformes aux originaux que vous avez d'un autre côté. Donc, facilitez-les la tâche. Ils ne vont pas faire ça pour vous, ils ne vont pas trier pour vous. Vous mettez les photocopies d'un côté, les originaux d'un côté. Eux, ça leur facilite le travail. C'est ça aussi, être ordonné, être rangé dans les idées et tout. Donc, après le formulaire de visa long séjour, il y a le passeport. Et 2 photocopies du passeport. 2 photocopies du passeport. Et concernant le passeport, vraiment, j'insiste sur ce point-là. La date à laquelle vous allez faire la demande de visa, à partir de cette date-là, votre passeport doit avoir au minimum encore 15 mois de validité. C'est-à-dire, si vous allez faire votre demande de visa en septembre 2020, votre passeport, lui, doit expirer en décembre 2021. Si vous faites votre demande de visa en septembre 2020 et que votre passeport, il expire en septembre 2021, vous voyez que ça fait 12 mois. Et ça, ce n'est pas recevable au visa. Ça va être un motif de refus, sûrement le motif 1. Donc, votre passeport doit avoir au minimum 15 mois de validité à partir de la date à laquelle vous faites votre demande de visa. Si vous la faites en décembre, votre passeport doit avoir 15 mois de validité à partir de décembre. La date de décembre à laquelle vous faites votre demande de visa. Donc, pour ceux qui savent que leur passeport va expirer dans pas longtemps, commencez dès maintenant à changer de passeport. Sinon, si la demande de visa se fait en septembre et que votre passeport, il lui reste juste 1 an pour expirer, vous n'aurez pas le visa. Juste parce que votre passeport, il expire dans 1 an. Donc, il faudrait que ça se soit très bien clair dans vos têtes. Voilà, minimum 15 mois à partir de la date à laquelle vous faites la demande de visa. Et j'ai parlé des lots d'originaux et des lots de photocopies. Rassurez-vous, les gens du visa, ils vont vous remettre
vos originaux, ils garderont les photocopies. C'est pour ça que c'est important de partir avec les deux, pour qu'ils puissent vérifier que les photocopies sont conformes aux originaux. Ils vous rendent vos originaux, ils ne les conservent pas. Sauf qu'ils conserveront vos passeports, parce que c'est dans le passeport que le visa est mis. Ils conservent votre passeport, mais tout le reste, ils vous rendent. Ils conservent votre passeport, mais tout le reste, ils vous rendent. Donc, après le formulaire de demande de visa long séjour, il y a le passeport plus ces deux photocopies. Après le passeport, vient maintenant le volet pédagogique. C'est-à-dire quoi? Et j'oubliais, pour ceux qui, dans leur passeport, qui ont déjà eu des visas et tout, vous faites également les photocopies de vos visas pour mettre ça dans les dossiers pour la procédure de demande de visa France. Si vous êtes déjà parti d'un autre pays, vous faites la photocopie de ces visas pour déposer, pour que ce soit clair. Et après le passeport et le formulaire de demande long séjour, il y a le volet pédagogique. Là, vous allez ajouter tous les bulletins que vous avez ajoutés sur votre compte Campus France. Voilà. Les mêmes choses que vous avez mis sur votre compte Campus France, c'est la même chose que vous allez mettre dans le volet pédagogique. Sauf que dans Campus France, pour la plupart d'entre vous, il y a des parties, des années qui sont en cours. Par exemple, 2021, c'est en cours et tout. Pour ceux qui ont déjà validé leur choix définitif et tout, je sais que vous avez été confronté à ce genre de problème-là. Pour valider votre choix définitif, on vous mentionne qu'il y a une activité qui est actuellement en cours, dont vous n'avez pas apporté les justificatifs et qu'il faut les apporter avant de valider l'acceptation. Si vous ne les avez pas, on va vous demander des explications. Mais après les explications, ils vont vraiment vérifier si vous n'avez pas le document en question. C'est pour ça que je dis, vous qui faites Campus France et tout, ne pensez pas que parce que vous faites Campus France, vous êtes déjà en France. Donc, vous allez vous permettre de répondre l'année chez vous. Non, ne vous amusez pas à ça. Parce que même si vous dites à Campus France que le document n'est pas disponible, au visa, ils vont très bien vérifier si c'est vraiment disponible et que vous n'avez pas donné. Et s'ils savaient que vous reprenez et que peut-être vous avez postulé pour un niveau supérieur ou le même niveau, ça peut être aussi une cause de refus. Ça peut aussi être un motif de refus. Et on vous collera un motif 4-5. Voilà, il y a des gens, demandez-leur. Ils sont là, ils ont fourni tous les papiers en bonne et due forme. Mais ils ne savent pas ce qui se passe. C'est juste parce qu'ils ont repris. Voilà. Souvent, l'entretien, c'est très bien. Waouh, vous avez pratiquement toutes les acceptations, 4 acceptations. La plupart du temps, quand vous avez 4 acceptations au moins, ou bien ce genre de truc, c'est que vous avez un avis c'est assez favorable, en général. Voilà. Donc, le problème, ça ne peut pas venir de l'entretien. Mais malgré ça, ces personnes-là sont refusées. Donc, souvent, c'est un peu ça. Le fait que vous reprenez l'année en cours peut être aussi un motif de refus. Donc, ne négligez rien. Dans tous les cas, si ce n'est pas disponible, si vos bulletins de l'année en cours ne sont pas disponibles, vous allez le mentionner que ce n'est pas disponible sur votre espace Campus France avant qu'on vous donne l'accord préalable d'inscription. Mais eux, ils vont vérifier. Si ce n'est pas vraiment disponible, vous n'aurez pas de problème. Ça, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, ça, c'était le volet pédagogique. Après le volet pédagogique, vient le volet hébergement. Le volet hébergement, j'en ai parlé. Pour le volet hébergement, vous avez plusieurs options. Soit louer chez des particuliers, on vous donnera un contrat de bail. Soit dans les résidences privées, on vous donnera toujours un contrat de bail. Soit dans les foyers, ce sera toujours un contrat de bail. Soit quelqu'un vous héberge, mais cette personne-là ne doit pas être en crous. Si la personne est en résidence universitaire, elle ne peut pas vous héberger. Et pour héberger quelqu'un, il y a plusieurs façons de faire. Il y a plusieurs manières, plusieurs critères. 9 mètres carrés de 21 mètres carrés et qu'ils sont déjà 3 à l'intérieur, ça ne passera pas au visa. La distance maximale entre l'école et l'hébergement, c'est 90 km. La distance ne doit pas être plus de 90 km. Les autres moyens de logement, je ne me suis pas attardé dessus parce qu'en général, c'est les contrats de bail. Mais pour ceux qui sont hébergés, il y a plein de trucs à prendre en compte. Si la personne qui vous héberge est locataire, c'est-à-dire si la personne loue son logement, elle devra vous fournir les 3 dernières quittances de loyer, c'est-à-dire les reçus de paiement des 3 derniers mois, son contrat de bail, bien sûr, et sur le contrat de bail, il doit figurer le nombre de mètres carrés habitables. En plus de ça, elle vous fait l'attestation d'hébergement. Elle peut taper à l'ordinateur. Ce n'est pas obligatoire de légaliser quoi que ce soit, non. Voilà, c'est pas obligatoire de légaliser. Les factures EDF, c'est facultatif.
Mais si elle met aussi, c'est un plus. Sinon, s'il y en a pas, ça gêne pas la qualité du dossier en fait. Voilà. C'est un peu ça. Maintenant aussi, si la personne qui vous héberge est propriétaire de sa propre maison, si la personne qui vous héberge est propriétaire de sa propre maison, vu qu'elle ne paye pas de loyer, elle ne peut pas fournir de quittance de loyer, n'est-ce pas? Dans ce cas, elle va montrer son titre de propriété. Forcément, si c'est ta maison, il y a des papiers qui prouvent que c'est ta maison. Voilà, elle va prouver. Et puis ses avis d'imposition, ce qui montre qu'elle paye ses impôts. Et après cela, elle vous fournit l'attestation d'hébergement. Les factures EDF, c'est encore facultatif. Donc, c'est un peu ça. Pour les autres, les foyers et tout, c'est des... Comment dire? C'est des contrats de bail qu'on donne. Comment trouver des logements dans des foyers, chez les particuliers et tout. J'ai déjà fait cette vidéo-là. Allez regarder dans mes vidéos précédentes. Donc là, c'était le volet hébergement. Maintenant, j'attaque le volet garant. Le volet garant financier, il y en a plusieurs. Si vous avez un garant fonctionnaire, voici ce qu'il doit fournir. Mais avant de parler de ce qu'il doit fournir, j'oubliais de dire, le garant, comme je dis, il peut se trouver au paradis. On s'en bat les couilles. Voilà. Et puis, ce que je dis, c'est valable pour tous. Hein. C'est valable pour tous. Dans tous les pays, ça ne concerne pas que la Côte d'Ivoire. Non. C'est valable pour tous les pays. Votre garant, il peut se trouver où il veut. Du moment qu'il prend l'engagement de vous fournir de l'argent, ça va. Sauf pour les Marocains où on demande les liens de parenté, les gars, les Tunisiens et tout. Sinon, le garant, ce n'est même pas obligatoire qu'il soit quelqu'un de votre famille en fait. Voilà. Donc, pour ceux qui ont un garant qui est fonctionnaire, lui, il devra fournir ses 3 derniers relevés bancaires, ses 3 derniers bulletins de salaire, son attestation de travail. Et puis, il vous fait une attestation de virement irrévocable de 615 €. L'attestation de virement irrévocable, ça se fait à la banque. L'attestation de virement irrévocable, ça se fait à la banque. Et comme je dis toujours, votre garant doit toucher le triple de ce qu'il doit vous envoyer. Il doit vous envoyer 400 000. Donc lui-même, il doit être au minimum dans la fourchette de 1 200 000. Mais souvent, ça passe avec moins. Il y a certains qui ont des garants de 700 000, 600 000. Mais ce garant-là, il a au moins 5 millions en banque. Et ça, souvent, ça passe. Voilà. Donc, ce n'est pas obligatoire d'avoir un garant qui touche 1 200 000. Il peut toucher 700 000, 800 000, mais qu'il ait 5 millions en banque. Tous ceux qui ont des garants qui ont à partir de 500 000, ce n'est pas la peine. Cherchez des garants qui ont au minimum 600, 700 pour que ça passe. Avec 5 millions en banque. Si votre garant déjà, lui, il touche 1 200 000, il n'a même pas besoin des 5 millions en banque en fait. Voilà, ça passe tranquillement, ça passe crème. Et puis le garant, c'est pas obligatoire qu'il soit français. Moi, mon père, il n'est pas français, mais il a été mon garant, je suis ici. Mon père, il n'est pas français, il est quelque part en Côte d'Ivoire là-bas. Il n'a pas de compte en banque en France. Ces comptes-là, c'est en Côte d'Ivoire là-bas. Mais je suis ici. J'ai eu visa et je suis venu. Voilà, parce que cette question-là revient. Surtout les gars du Cameroun, c'est eux qui me demandent ça beaucoup. Le garant, c'est pas obligatoire qu'il soit français. Sa nationalité, on s'en fout. Mais le vrai problème, c'est est-ce qu'il a l'argent? C'est ça la vraie question. Ça, c'était pour ceux qui ont des garants fonctionnaires. Pour ceux qui ont des garants qui sont dans le privé, des garants qui ont des sociétés. Je ne sais pas si pour certains, ils ont eu des visas alors que la société s'est portée garant. Mais moi, j'ai vu ça très peu. Je ne vous conseille pas de prendre la société de vos parents pour faire un garant. Parce qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Par exemple, vous allez faire une attestation de virement irrévocable à partir du compte de la société. Alors que votre père, il n'est même pas le seul actionnaire. Donc, sur quelle base, lui va prendre l'argent de la société sans aviser les autres? Il n'est pas le seul actionnaire. Sur quelle base il va prendre l'argent sur le compte de la société pour envoyer à son enfant? C'est tout ça la cohérence. En fait, la cohérence, c'est pas vraiment, c'est pas associé. Donc, je ne vous conseille pas de prendre une société pour faire votre garant financier. Pas du tout. Votre père, il est peut-être dans une société, mais il n'est pas le seul actionnaire. Peut-être il n'est pas l'actionnaire majoritaire. Il y a d'autres actionnaires. Si vous voulez vraiment prendre le compte de la société, tous les actionnaires qui figurent dans la société là doivent avoir leur signature sur l'attestation de virement irrévocable. Pour dire que oui, eux, ils ont été consentants pour le faire. Donc, pour vous éviter cette tralala, je vous conseille de ne pas prendre la société de vos parents pour faire vos garants financiers. Votre père qui a la société, il peut être votre garant. Il fournit lui-même ses relevés bancaires personnels. Et en plus de ça, il ajoute le registre de commerce de la société.
ça va passer au visa. Mais n'utilisez pas la société. C'est risqué. Je crois que certains font. Parce que moi, j'ai vu comme ça dans des groupes Campus France où on m'a retiré. J'ai vu certains qui ont des parents, qui ont des sociétés qui touchent 100 millions chiffre d'affaires. Mais ils n'ont pas eu le visa. Parce que ce sont des trucs à ne pas faire. Il y a sûrement des gens qui ont le visa en utilisant une société pour garant. Mais les gars, moi, je ne vous conseille pas. La société, c'est dirigé par quelqu'un. Si c'est votre père, il fournit ses bulletins de salaire. Et il dit ses bulletins de salaire. Il ne peut pas avoir de bulletin de salaire vu qu'il n'est pas payé. C'est lui le propriétaire. Il fournit ses relevés bancaires, son registre de commerce, son avis d'imposition qui montre qu'il paye ses impôts. Et puis, il vous fait l'attestation de virement irrévocable de 615 € par mois ou de 5 millions l'année. Ça dépend de vous. C'est un peu ça. Mais ne prenez pas la société. Vraiment, si vous voulez mettre toutes les chances de vos côtés, ce n'est pas parce que la société a 200 milliards dans son compte que vous allez prendre. Non, pas ça. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, il y a ceux qui ont des parents retraités. Si vos parents sont retraités, on sait tous que pension que les gens touchent à la retraite, là, c'est pas beaucoup. Donc, vous pouvez quand même fournir cette pension-là dans les papiers. Mais si vos parents retraités ont des réalisations, des maisons et tout qui leur rapportent assez, tous les titres de propriété là, avec les prix que ça leur rapporte et tout, qu'ils donnent tout ça. Pour les retraités, je ne peux pas donner des papiers fixes, mais qu'ils donnent tout ça là. Et puis vous partez déposer au visa avec. Il y a des gens, les parents sont retraités, mais qui ont des maisons qui leur rapportent au minimum 1 million par mois. Voilà, vous fournissez tout. Et puis votre père qui est retraité, il vous fait l'attestation de virement irrévocable. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Maintenant, la dernière option, c'est l'option dans laquelle vous-même, vous êtes votre propre garant. Et ça, pour être son propre garant, il faut un compte bloqué. Pour être son propre garant, il faut faire un compte bloqué d'au minimum 5 millions. Quand je dis compte bloqué, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas toucher. Et puis, s'il vous plaît, ne prenez pas, ceux qui ont pris les garants, ne prenez pas les comptes épargne pour venir déposer au visa. Ça ne va pas passer. On ne veut pas de compte épargne. Les comptes épargne, ça ne passe pas. Donc, attention à vous. Pour ceux qui vont être leur propre garant, il faut un compte bloqué d'au minimum 5 millions avec un avis de virement irrévocable à partir de la banque. Donc, le compte, il est bloqué. Et en plus de ça, il faut l'attestation de virement irrévocable. C'est-à-dire que le compte, il est bloqué, mais l'argent vous sera viré chaque mois quand vous serez en France. Et l'attestation et le compte bloqué, en fait, de grâce, faites-le dans une banque qui est quand même reconnue. Ne partez pas dans les petites banques que personne ne connaît. Hein. Déjà, où vous partez, vous payez les frais de Campus France. C'est une banque qui est reconnue par l'État français. Vous pouvez faire votre compte bloqué là-bas. Vous voyez un peu. Voilà. Où vous payez les frais de Campus France. Si vous payez les frais de Campus France là-bas, c'est parce que c'est reconnu par l'État français. Donc, vous pouvez faire votre compte bloqué là-bas. Il n'y a pas de problème pour ça. Et en général, s'il vous plaît, si vous pouvez, pour ceux qui vous font les comptes bloqués, si vous avez déjà travaillé un peu et tout, mettez vos contrats de travail pour ne pas qu'il y ait des doutes après sur la provenance de l'argent et tout. Voilà. Si c'est vos parents qui vous font un virement de 5 millions, que vos parents fassent au moins une lettre pour dire que ouais, c'est eux qui ont fait le virement, qui ont mis l'argent sur le compte pour les études et tout. Voilà. Comme ça va enlever tout ce qui est ambiguïté. Donc, faites ça dans une banque qui est reconnue. Il y a la Société Générale. En Côte d'Ivoire, on appelle ça SGBCI, mais ça existe un peu partout. Voilà. Ne faites pas ça dans les petites banques que vraiment personne ne connaît. Ou vous-même dans votre pays, quand vous dites le nom de la banque, vous ne savez même pas c'est quelle banque là. Ne faites pas ça. Donc ça, c'est un peu concernant le côté garant. Voilà. Le côté garant, c'est pratiquement le dernier volet. Et lorsque vous allez finir, croyez-moi, vous allez avoir des documents qui sont comme ça. Quand vous allez tout rassembler, vous allez avoir des documents qui sont comme ça. Mais bon, c'est pas pour vous stresser. Donc, c'est un peu ça. J'espère que la vidéo vous a été utile. Partagez partout. Ça va aider sûrement plus d'un. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Pour vos questions et tout, écrivez-moi sur Instagram. Mon Instagram, c'est Eddy Koudjal. Donc, on est ensemble, les gars.